Eh ben, merci beaucoup, Servane, pour, me laisser, l'opportunité de présenter, une partie de mes travaux de thèse, parce que du coup 20 minutes, je vais essayer de condenser au maximum. Cette thèse, elle a été cofinancée par, Metabio, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et elle s'intitulait, «Diversité des pratiques et multiples dimensions de la qualité des produits», en ayant un exemple sur, la viande de porc. Heu, je vais quand même d'abord commencer par, un point de contexte. Vas-y. Excuse-moi, Chloé, est-ce que tu peux allumer ta vidéo? On ne Ah te oui, voit pas pardon. et je pense que voilà, on aura tous. Oui, c'est Ok, bon. super, c'est mieux. Ah, merci. Vas-y, tu peux passer. Donc juste pour quelques chiffres, notamment sur la production porcine AB en Europe, on sait qu'elle représente 1,2 du cheptel, avec des régions pionnières qui ont, depuis plusieurs années mis en place des plans d'action, notamment depuis les années 80, avec, celui dernièrement de l'ambition du Pacte vert qui vise à avoir 25 des surfaces, de l'Europe, sous agriculture biologique d'ici à 2030 et on sait qu'il y a des grands pays producteurs qui sont le Danemark, la France et l'Allemagne. Pour la France, on a vu une évolution des cheptels de truies, depuis, 2014 jusqu'en 2022, mais depuis 2022, on voit un déclin, de cette croissance et de ces productions. Il faut savoir que la viande de porc, c'est, de manière générale, la première viande consommée en quantité en Europe et que tout système confondu dans le monde, c'est la deuxième viande la plus consommée en volume. Donc ça reste un modèle d'étude qui est, très intéressant, pour la recherche et pour, savoir dans quel système, elle est la plus vertueuse. Alors, je ne vais pas vous détailler tout le cahier des charges de l'agriculture biologique, c'est pas le but, mais seulement 3 grands items qui ont été au centre de mon projet, et donc des items qui correspondent à la production animale et spécifiquement à la production porcine. Le premier item que je voudrais détailler, c'est sur l'alimentation, puisque lorsqu'on calcule une ration, on doit avoir 100 des matières premières qui soient, agriculture biologique, dont, une partie qui, doivent être, au moins à 30 dites, de ressources locales, donc qui visent à avoir une relocalisation des ressources, tout en ayant en tête l'interdiction des acides aminés de synthèse et les fourrages grossiers sont aussi inclus dans cette ration. Pour le bâtiment, les animaux ont accès à une surface allouée d'1,3 m² par porc, donc qui est une surface plus grande que la surface disponible en agriculture conventionnelle et ils ont accès à une zone de repos qui est, paillée avec une zone extérieure, soit en courette, soit en parcours. Pour la partie bien-être animal et santé, on peut administrer un traitement allopathique par an par porc. L'immunocastration est interdite et la castration est autorisée seulement avec l'usage d'un analgésique et d'un anesthésique jusqu'à 7 jours, que ce soit en bio ou en conventionnel. Cependant, cette castration, elle ne prévient pas, tout risque, ne prévient pas l'absence de douleur, que ce soit pendant ou après la castration et donc c'est pour ça qu'il existe, qu'on peut, mettre en place et qu'on peut, améliorer, l'élevage de mâles non castrés et c'est pour ça que ça a été un des sujets aussi, de mon projet de thèse, puisqu'on sait que l'élevage de mâles non castrés, donc il y a des avantages et des inconvénients. Parmi les grands avantages, donc comme je disais, il n'y a pas de mutilation, donc on respecte, le bien-être animal et en tout cas et c'est un meilleur respect du bien-être animal. On a pu observer une augmentation de l'efficacité alimentaire et de la rétention des protéines, qui va induire une réduction des coûts de production et des impacts environnementaux de l'élevage. Et finalement, la valeur commerciale donc de la carcasse va être améliorée grâce à un taux de muscle des pièces, lui aussi amélioré. Cependant, cet élevage-là, il est connu pour avoir, 2 grands risques majeurs, qui sont le risque d'odeur et de flaveur désagréable dans la viande, qui peuvent être considérées enfin, qui sont dites d'odeur de Vera. Donc ce sont des composés odorants qui vont être retrouvés dans les tissus adipeux et qui vont être relargués et dégagés lors de la cuisson, de la viande et des produits transformés. Le second risque, c'est les comportements délétères qui vont être retrouvés pendant la croissance, des animaux, notamment, des comportements d'agression ou de monte, entre animaux. Donc aujourd'hui, on a vu en Europe qu'il y a plus d'un tiers des éleveurs qui ne castrent plus,
notamment depuis des années en Espagne, au Royaume-Uni, en Irlande par exemple. Donc je parlais de molécules responsables des odeurs, dites, d'odeurs de Vera, donc des odeurs désagréables. Il y a 2 molécules qui sont responsables, 2 principales molécules, donc l'androsténone et le scatol, qui sont toutes les 2 stockées dans le tissu adipeux. Pour l'androsténone, c'est une hormone qui est synthétisée à partir de cholestérol via les testicules et qui est relarguée dans la salive et le foie. Pour le scatol, c'est une synthèse à partir de tryptophane dans le côlon via une activité bactérienne et qui est relarguée dans les fesses et le foie. Le scatol, lui, il est retrouvé dans tous les types sexuels, que ce soit femelles, non castrées et castrées. Il existe plusieurs facteurs de variation, donc la génétique, l'âge, le poids, l'abattage, les environnements sociaux et physiques, l'alimentation et la santé et le stress. Ces odeurs, qui sont distinctives, on va les retrouver donc comme je disais dans la viande et les produits transformés. Ça va être des odeurs d'urine pour l'androsténone et fécales pour le scatol. Aujourd'hui, on va s'intéresser à plusieurs facteurs qui vont moduler, ces molécules. Le facteur génétique, donc on peut moduler, à partir des concentrations en oestradiol plasmatique, les concentrations et la sécrétion d'androsténone. Donc on sait qu'il y a des génétiques à faible risque d'odeur, comme le large white et le piétrin. Et pour le scatol, on va s'intéresser spécifiquement à l'environnement physique, notamment au maintien des cases et des animaux propres, donc avec une litière qui est changée, ou alors le douchage des porcs avant l'embarquement. L'alimentation, quant à elle, joue aussi un rôle important. Pardon. Heu, c'est pas grave, puisque lorsqu'on va ajouter plus de fibres dans l'alimentation, on va avoir une réduction de la disponibilité du tryptophane et donc de sa synthèse. Vas-y. Alors pour cela, pour définir, et pour, définir ce projet de thèse, puisqu'il porte sur la qualité, je me suis intéressée et fondée sur une définition qui a été, élaborée lors d'une expertise collective, qui visait à définir la qualité de l'alimentation humaine à travers 7 propriétés de la qualité, qui sont représentées ici et qui vont être, impactées ou modulées, ou être, voilà, modulées par différents, importantes pour les producteurs et les transformateurs, pour les consommateurs ou pour les 2 en même temps. Donc on a la propriété commerciale, technologique, nutritionnelle, organoleptique, sanitaire, propriété d'usage et d'image. Je vais rapidement les détailler. Donc la propriété commerciale, elle correspond à la valeur de la carcasse, donc aux performances de croissance de l'animal. La propriété technologique, elle, vise et correspond à l'aptitude à la transformation et à la conservation de la viande, donc importante pour le producteur et le transformateur. La propriété nutritionnelle, elle est importante pour le consommateur puisqu'on va aller voir la composition et la biodisponibilité des nutriments. Et autre propriété importante pour le consommateur, c'est l'aspect organoleptique qui vise à avoir une appréciation globale de la viande, donc tout ce qui est odeur, flaveur, couleur, texture même de la viande. Propriété sanitaire, elle s'intéresse à la contamination microbiologique et chimique, du produit, ainsi qu'aux additifs. La propriété d'usage, elle, c'est tout ce qui est, approvisionnement, conditionnement et facilité de stockage, donc importante pour, le transformateur et le consommateur. Et la propriété d'image qui peut être considérée comme une propriété extrinsèque, donc plus aux façons de produire, qui va se référer aux conditions d'élevage, de transformation, à la perception des consommateurs, vis-à-vis de l'élevage, ainsi qu'au bien-être animal et aux impacts environnementaux. Donc c'est avec, ces grandes idées-là qu'on a voulu en fait, savoir et s'intéresser, créer un système donc avec comme, levier principal l'alimentation animale, au sein d'un système d'élevage de mâles non castrés et donc sous, le cahier des charges de l'agriculture biologique puisqu'on sait qu'il y a des opportunités dans la production et dans cette consommation-là. Avec du coup, l'aspect de qualité et tu peux passer. Et Pardon. donc, pour avoir tout en une intégration, en fait, de toutes les propriétés au sein de ce système-là, puisqu'on sait que rarement, sont les propriétés qui sont étudiées conjointement et donc c'est dans un système très intégratif que mon projet s'est inscrit et on s'est posé la question donc de savoir quelles sont donc, dans ce système porcin sous cahier des charges bio, les conséquences de différentes conduites d'élevage, donc notamment avec l'alimentation,
sur les différentes propriétés de la qualité, puisqu'on avait en tête que si on avait plusieurs pratiques et certaines pratiques en lien avec la conduite pouvaient améliorer conjointement plusieurs propriétés de la qualité de la viande en renforçant les synergies et en limitant les antagonismes. Donc pour cela, on a mis en place 2 méthodes. Une première méthode qui était une revue systématique de la littérature qui nous a permis d'inventorier et de synthétiser les connaissances actuelles sur les pratiques et les conduites d'élevage en bio et les conséquences sur les propriétés de la qualité. Donc on a mis en miroir les propriétés de la qualité et les pratiques d'élevage, puisqu'on savait que, à la suite de cette revue et avant cette revue-là, qu'il y avait une diversité de pratiques au sein même de ce cahier des charges et qui pouvaient influencer différemment les propriétés de la qualité, mais qu'on pouvait les considérer aussi comme des leviers. Et en parallèle de ça, on a mis en place une expérimentation animale pour aller tester une stratégie alimentaire spécifique dans cet élevage de mâles non castrés, puisqu'on savait que la stratégie alimentaire était considérée comme un levier pour améliorer ici non pas une, mais plusieurs propriétés de la qualité. Je vais pouvoir détailler très succinctement les quelques résultats, notamment de la revue. Donc une revue systématique de la littérature, c'est une revue qui est soumise à un protocole, qui est une démarche normée, pour laquelle on a mis en place une base de données, tout répertorié pour que ça soit le plus clair et lisible possible. Et on a mis en place donc un diagramme qui s'appelle Prisma et qui nous a permis d'identifier donc tous les articles qu'on a référencés et chaque étape d'inclusion ou d'exclusion des articles. Donc on est parti sur une identification avec 3 bases de données qui nous ont permis de screener et d'intégrer un peu plus de 1900 articles. Et à chaque étape, on pouvait exclure des articles qui ne correspondaient pas du coup à nos critères d'éligibilité qu'on avait mis en place en amont. À la suite des intégrations, on a pu inclure un peu plus de 150 articles. Et ceux-là, pareil, tu peux passer encore, tu peux Ouais, tout mettre. je vais chercher. Vas-y. Et donc, ces articles éligibles, on en a vu qu'il y avait une cinquantaine qui étaient exclus également suite à ces critères. Et donc, notre base de données finale inclut 106 articles qui ont été traités, lus et ensuite intégrés pour obtenir les résultats suivants. Donc, très brièvement, je ne vais pas tout détailler non plus et je voulais m'intéresser donc aux propriétés, à l'aspect plus intégratif et puisque c'est ça qui nous intéressait, savoir quelles propriétés étaient mises en avant, après, entre chaque étude. Donc lorsqu'on étudiait une propriété et une seule, on avait très peu, d'articles, qui en traitaient, sauf pour la propriété d'image qui, elle, se démarque, et qui traitait soit du bien-être animal, soit des impacts environnementaux. Lorsque vas-y. Lorsqu'on traite de 2 ou 3 propriétés, ici, on va s'intéresser à la combinaison et à l'association entre propriétés commerciales, technologiques et nutritionnelles. Et on s'est aussi aperçu que lorsqu'on étudie plus de propriétés, alors il y avait déjà très peu d'articles, 1 ou 2, et on pouvait avoir des associations très différentes entre propriétés commerciales, technologiques, sanitaires et d'image d'un côté, ou de l'autre, on avait commercial, technologique, nutritionnel et organoleptique. Donc cette base de données, vraiment cette revue nous a permis d'avoir vraiment un un arrêt sur image, de ce qui se passe, en bio avec différentes pratiques et différentes conduites. Et donc en parallèle, il y avait l'expérimentation animale qui a été conduite donc à la station expérimentale INRAE de Porganic avec, ici donc la litière paillée, une courette, extérieure pour les animaux, donc des mâles non castrés évidemment, avec une génétique qui était à faible risque d'odeur et c'était des porcs qui étaient conduits en 2 bandes en fonction du traitement témoin et Bio+, que je vais détailler juste après. Donc l'alimentation, cette stratégie alimentaire, donc pour nous qui était une conduite et un levier très important, on a mis en regard une ration témoin qui était le strict, cahier des charges, du bio, avec une alimentation qu'on a appelée Bio+, qui est elle ici riche en matières premières, françaises, en tourteaux de cameline par exemple, en graines de lin, donc riche en fibres, en acides gras oméga 3,
dont les principales différences se trouvent dans l'usage de fourrage grossier, avec le foin et l'enrubanné, pour le bio, tu peux passer, et la concentration en acide alpha-linolénique qui était beaucoup plus important chez les Bio+. Donc on se base euh, d'emblée dans une ration qui va être et qui va améliorer plusieurs propriétés de la qualité. Donc on s'est rendu compte que cette stratégie alimentaire Bio+ a amélioré plusieurs propriétés de la qualité sans dégrader la propriété commerciale, qui elle est une propriété très essentielle, enfin essentielle pour le producteur. Et donc, on s'est aperçu que les performances de croissance et le poids de carcasse n'étaient pas différents entre le Bio+ et le Témoin. On a pu améliorer les propriétés technologiques et nutritionnelles, donc avec notamment une amélioration du pH et une diminution du potentiel glycolytique, donc des facteurs qui sont primordiaux pour pour la transformation de la viande. Et notre profil en acides gras, donc notre rapport d'oméga 6 sur oméga 3, était nettement diminué de base donc avec notre ration. Pour la propriété organoleptique, ici, on a pu améliorer des paramètres de la longe et du jambon, des paramètres de couleur. Donc, on a vu que la viande était plus rouge pour le Bio+. Et on a pu diminuer le risque des composés odorants également pour le scatol, tout en ayant en tête qu'on a eu aucun aucune carcasse n'a été déclassée à l'abattoir, donc aucune carcasse n'était considérée comme odorante. La propriété d'image, quant à elle, on a considéré qu'on avait une amélioration avec notre ration Bio+, puisqu'on a pu avoir une relocalisation des ressources avec l'usage de matières premières françaises. Donc finalement, lorsqu'on met nos 2 démarches ensemble, on a pu donc, avec notre revue, inventorier et synthétiser nos connaissances actuelles, heu, observer qu'il y avait différentes conduites et différentes pratiques en élevage biologique et qu'on avait des conséquences qui étaient donc différentes sur plusieurs propriétés de la qualité et qu'on a pu incrémenter cette base de données avec notre expérimentation animale. On a également pu mettre en lumière des manques d'informations qui concernaient certaines pratiques et certaines propriétés, puisque toutes n'étaient pas étudiées. Et donc, on a pu observer qu'il restait des efforts de recherche encore à fournir. Concernant l'expérimentation animale, on a pu mieux caractériser les synergies et les antagonismes entre les multiples propriétés de la qualité. Donc, pour permettre donc, aux parties prenantes, et notamment les consommateurs, de faire des choix qui soient plus éclairés en fonction de eux, leurs priorités en matière de qualité. Et donc, cette approche, c'est une approche qui est intégrée. On peut parler d'une qualité globale qui va combiner plusieurs propriétés de la qualité. Et au final, ce système-là qu'on a mis en place grâce à cette expérimentation peut être utilisé et considéré dans d'autres systèmes agricoles qui désirent être un peu plus vertueux. Donc finalement, ce que je me suis posé comme question à la fin de ma thèse, c'est de savoir si on peut avoir également une approche intégrative avec tous les acteurs de la filière, notamment pour les éleveurs, donc savoir quelle était la plus-value économique de cette ration pour l'évaluer dans un élevage commercial et évaluer également les impacts environnementaux de cette ration. Pour les scientifiques, on peut aller encore plus loin dans la création d'expérimentations, notamment de croiser de cette stratégie Bio+ avec d'autres conduites d'élevage, que ce soit des conduites de logement ou de génétique. Et pour les consommateurs, consomme-acteurs, que j'appelle aussi, on peut évaluer leur perception de l'élevage en AB et avec cet élevage de mâles non castrés, pour en plus évaluer leur caractère hédonique. Et donc, c'est finalement cette approche-là avec tous ces acteurs qu'on peut considérer et qu'on doit considérer qu'on pour dialoguer et pour aller du coup dans ces challenges de l'AB et de ce métaprogramme du coup, qui est le changement d'échelle, en considérant cette fois-ci la diversité des propriétés de qualité.